L'amnésie est un des états psychologiques les plus douloureux qui puissent exister. Celui ou celle qui perd la mémoire, le plus souvent à la suite d'un accident, se réveille sur un lit d'hôpital avec, dans la tête, un grand vide. Il ne sait ni qui il est, ni ce qu'il fait là. Le médecin a beau lui dire son nom, ce nom n'éveille en lui aucun écho. Ses proches ont beau se presser à son chevet, lui affirmer qu'ils sont son conjoint, ses enfants, ses amis. Il a l'impression d'être entouré d'étrangers. Alors il fait des efforts, mais rien à faire. Il ne peut pas remonter plus loin que son réveil. Avant, il n'y a qu'un trou noir. C'est comme s'il venait de naître ici même, dans cette chambre. L'hôpital est devenu une maternité, lui-même un nouveau-né adulte, avec des dizaines d'années qui lui échappent. Le plus souvent, heureusement, la mémoire revient au bout de quelques jours ou de quelques semaines, même si beaucoup de souvenirs restent à jamais perdus. Pourtant, il y a une situation pire encore. C'est lorsque l'amnésique est retrouvée errant quelque part, sans papier et sans rien qui puisse permettre de l'identifier. Il peut tout penser des circonstances qui l'ont amené dans cet état. Et s'il souhaite, bien sûr, retrouver la mémoire, il a en même temps une terrible appréhension de ce que va lui révéler son passé. Telle est la situation du personnage principal de cette histoire. C'est un homme, il est âgé d'une quarantaine d'années, et c'est tout ce qu'on peut dire à son sujet. Le reste est inconnu de tous, à commencer par lui. Que va-t-il devenir? Il n'en a pas la moindre idée. Il a conscience que tout peut lui arriver. Tout. Je vous propose de suivre mon enquêteur Romain, qui est allé à la rencontre des témoins de cette étonnante histoire. Je suis né une deuxième fois au cours de cette curieuse époque de ma vie. Mon univers, c'était mon médecin, le docteur Spack, les murs de l'hôpital et ma chambre. C'était tout. Tout le reste de votre vie était effacé. Ah, le néant complet. Aucun souvenir. Je me rappelais même plus de mon nom. Vous aviez des problèmes de mémoire à long terme, mais aussi de mémoire immédiate. Ah ouais, tout à fait. Parfois, je me rappelais pas du tout de ce que j'avais fait l'instant d'avant. Et c'est grâce au docteur Spack que vous avez commencé à retrouver votre mémoire immédiate. Curieusement, mon premier souvenir vraiment net date du jour de mon départ. Vous allez bien aujourd'hui? Ah oui. Très bien. Quel âge avez-vous? 40 ans. Quel jour sommes-nous? Mardi. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Bertrand Morange. C'est très bien, Bertrand. Vous avez fait le gros progrès, c'est très bien. Le docteur m'a dit, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le grand jour. Le grand jour. Le grand jour. Il employait souvent ces mots depuis quelque temps. C'était le jour où ma femme devait venir me chercher. Suite à un article et une photo parue dans la presse, Madame Morange, riche industrielle, s'était présentée chez le docteur Spack. Elle affirmait reconnaître l'amnésique comme étant son mari. Bonjour, docteur. Madame Morange, bonjour. Oui. J'attendais votre visite avec impatience. Je vous ai apporté des photos. Je suis un petit peu émue. J'ai la certitude que c'est lui d'après la photo que j'ai vue sur le journal et... Oui, ça lui ressemble et effectivement, c'est très étonnant. Il a été arrêté pour vol à l'étalage. Oui, c'est la police qui l'a amené, il vivait dans la rue, perdu, sans aucun repère, une amnésie totale. Et je voudrais savoir dans quelles circonstances votre mari avait disparu, Madame Morange. Écoutez, il était en voyage, il n'est jamais revenu. Il était parti en 4x4 et comme on n'a jamais eu de nouvelles, il y a eu des recherches, qu'il n'a jamais été retrouvé. On a conclu qu'il était mort. Et il y a une possibilité que je le vois aujourd'hui. Il se promène actuellement. Dans le parc, là? Oui. C'est lui.
Ah, ça fait... Bertrand. Vous allez le rencontrer bientôt. Hein. La police, n'ayant rien trouvé au cours de l'enquête et fort de la ressemblance troublante entre l'amnésique et le mari de Madame Morange, la rencontre est enfin organisée. Ah, docteur. Bonjour Bertrand. Bonjour madame. Bertrand, c'est moi. Agnès. Et Bertrand, c'est votre femme, vous vous souvenez? Agnès. On va rentrer chez nous. Agnès. D'accord. C'est le grand jour, Bertrand. Vous avez ressenti quelque chose en la voyant? Non. Je savais qu'on s'était vus plusieurs fois au cours de dernières semaines, mais je n'arrivais pas à mettre un visage sur son nom. Elle avait une voix très douce. Elle avait un parfum très agréable, mais j'étais désolé de ne pas me souvenir d'elle ni de nous. Je me suis dit que j'avais quand même bon goût. Et c'est ainsi qu'un petit matin de septembre, l'amnésique s'apprête à vivre une toute nouvelle vie. Il n'avait aucun papier sur lui? Non, absolument rien qui puisse permettre de l'identifier. Et la police voulait savoir s'il souffrait réellement d'amnésie ou bien si c'était simulé. Pour vous, il ne le simulait pas. Ah non, en aucun cas. Il souffrait d'une amnésie totale et manifestement d'origine traumatique, comme le laissait supposer sa peur des voitures. Vous aviez peur des voitures? J'ai été pris d'une peur panique en sortant de l'hôpital devant la voiture de ma femme. Et alors? Bon, elle m'a rassuré. Elle a roulé très lentement. Je tremblais comme un gamin. C'était incontrôlable. Vous pensez que cette angoisse avait un lien avec les circonstances au cours desquelles vous avez perdu la mémoire? Ah oui. C'était comme si mon corps ressentait quelque chose qui s'était effacé de mon cerveau. Ça va aller. Je suis sûre qu'il y a des souvenirs, il y a des choses qui vont revenir rien qu'en voyant la maison. Je vais te faire écouter quelque chose. Écoute bien. Elle m'a dit que j'adorais Prokofiev depuis toujours. Prokofiev ne lui dit pas grand-chose. En revanche, le collier de perles d'Agnès semble le fasciner. Ce n'est pas un peu étonnant, je veux dire, qu'un homme disparu à l'autre bout du monde puisse se retrouver des années plus tard dans la région où il vivait autrefois, alors qu'il est amnésique? Non, ça arrive parfois. On observe chez certains amnésiques une mémoire inconsciente, une sorte d'instinct qui les pousse à revenir sur leur lieu familier. La maison des Moranges va-t-elle réveiller en lui des souvenirs? Agnès Morange, elle vous a fait quelle impression à l'époque? C'est d'une femme courageuse, hein. Vous savez, c'est dur pour les proches. Il faut faire le deuil de la personne que vous avez aimée et accepter de l'accompagner sur un chemin à l'issue très incertaine. Hein. Vous comptiez sur Agnès Morange pour accélérer le processus? Oui, parce que tous les proches d'un amnésique sont susceptibles de stimuler sa mémoire. Hein. Donc la famille, les amis, les collègues de travail, les décors, les objets familiers sont la meilleure thérapie pour l'aider à renouer les connexions rompues. Bonjour. Bertrand, je te présente Madame Traoré, que tu peux pas connaître, qui travaille seulement depuis 2 ans ici. Mon mari. Bonjour madame. Après, vous, je vous en prie. C'est vraiment un truc bizarre, hein. Vous entrez dans une maison complètement inconnue et on vous dit que vous y avez habité pendant près de 10 ans. Et en plus, une maison superbe. Un vrai petit château. Bertrand. Ben, on est monté à l'étage et Agnès m'a dit qu'on ferait chambre à part. Je vais te montrer nos chambres. Que nos retrouvailles seraient progressives.
Et en entrant dans la chambre, j'ai tout de suite eu envie d'essayer mes costumes. Pour voir. Et ces costumes alors? Ah oui, c'était à sa taille. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On y est presque. Monsieur Morange, sur les photos, il était beaucoup plus élégant, il avait plus de classe. Alors que là, il avait pris un coup de vieux, mais bon, madame avait l'air satisfaite. C'est typiquement le genre de photo face à laquelle on se dit quel beau couple, ces deux-là vont bien ensemble. Non? Oui. C'est ce que je me suis dit. Je lui ai demandé si on avait des enfants. Il m'a dit que non. Mais qu'il n'était pas trop tard. En entrant dans la maison, en essayant les costumes, vous espériez un déclic? Évidemment. J'avais tellement besoin de savoir qui j'étais. Je me disais que la vie auprès de cette femme devait être formidable, que je devais être quelqu'un de bien. À ton retour, Vous avez cherché à retrouver votre famille? Bien sûr. Agnès m'a dit que j'étais de l'assistance publique, donc je n'avais pas connu mes parents. Bon, j'étais orphelin, je venais de nulle part. Ça collait bien avec l'impression que je ressentais. Et concernant sa famille, à elle? Sa famille vivait aux États-Unis. Elle prévoyait de m'y emmener plus tard, quand j'irai mieux. Vous aviez probablement des amis dans les environs. Oui. Elle m'a dit, je te les présenterai, quand tu seras prêt. c'est ton bureau. Je me suis installé dans la vie de Bertrand Morange, mais je me sentais comme un enfant qui s'apprête à jouer avec les affaires d'un adulte. Notre homme ne reconnaît rien de cette vie agréable, de ce cadre luxueux. Les objets sont-ils les siens? Ce bureau, lui appartient-il? Et cette femme, qui le regarde avec attention, la connaît-il vraiment? J'ai vu cette photo, et ça peut paraître bizarre, mais immédiatement, ce type m'a fait l'effet d'un intrus. C'était Paul Rollin, l'associé d'Agnès Morange. Voilà. Alors Agnès m'a expliqué qu'ils travaillaient ensemble depuis ma disparition en 1997, et qu'il avait beaucoup aidé à s'initier précipitamment à la gestion de l'entreprise. Vous lui avez parlé? Oui, quelques jours plus tard. Oh là 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 là. C'est lui. D'accord. Paul, Bertrand. Enchanté, Paul Rollin. J'ai eu une antipathie immédiate pour ce type. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Des banalités. Qu'il était content de me connaître enfin. Que... quel effet ça faisait de rentrer à la maison. Je savais pas quoi lui dire. J'ai l'impression que ça lui faisait plaisir. Alors, ça fait quel effet de revenir à la maison après tant d'années, là? Ça doit vous faire plaisir, non? Ah, allez, je suis sûr que vous avez très vite vous rétablir, là. On va faire une bonne équipe, là, tous les trois. Hein? Vois-tu bien, Agnès, on a du boulot, là. Monsieur.
Monsieur Morange a compris tout de suite la nature des relations entre Agnès Morange et Paul Rollin? Bien sûr. Monsieur Rollin a continué de venir voir madame 2 ou 3 soirs par semaine, comme si son mari n'était jamais revenu. Il se sentait comme s'il était chez lui, en fait. Ah, mais je ne l'ai pas laissé faire. Hein. Il n'y avait pas d'ordre à me donner. D'autant qu'il avait changé la nature de ses relations avec madame Morange. Hein. C'était plus le grand amour. Ils se disputaient souvent. Il venait faire quoi, exactement? Il voulait lui faire signer des papiers qu'elle ne voulait pas signer. Des papiers concernant l'entreprise? Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle me disait que si elle cédait, elle était sûre qu'il se débarrasserait d'elle. Et ça la faisait pleurer. Vous avez reçu les Morange en consultation quelques jours après le départ de votre patient? Oui, c'était une consultation de routine. Madame Morange était très optimiste. Elle disait que son mari retrouvait ses marques peu à peu. Il vous a semblé comment? Lui, il m'a semblé amoureux. Je leur ai demandé s'ils avaient retrouvé une vie intime et visiblement, de ce côté-là, ça coinçait un peu. Vous pensez que ça pouvait aider la guérison? Ah, tout à fait, oui. Et même en cas d'échec, ça ne fait de mal à personne. Ils étaient réticents? Lui, non. Mais elle était, disons, embarrassée. Bon, ce qui, d'un côté, pouvait se comprendre. Hein. Après 6 ans de séparation... Ce soir-là, elle m'a dit qu'elle voulait redevenir ma femme. Ah, on était comme 2 adolescents, il fallait tout réapprendre. Il a fallu un peu de temps. Le désir est venu. Ouais, c'était comme un réveil, après un très long sommeil. Bertrand. C'était comme avant. Tu te souviens? Elle a dit comme avant, tu te souviens? Ah non, je me souvenais pas. Pour moi, c'était notre première nuit. J'ai pas osé lui dire. Par contre, à partir de là, je me suis senti beaucoup mieux. J'ai commencé, disons, à me sentir chez moi. J'ai eu envie d'apprendre qui j'étais. Et dans cet apprentissage, vos problèmes de mémoire immédiate n'étaient pas un obstacle? Ah si, c'était loin d'être simple. Hein. Même si je progressais globalement. Hein. Mais j'avais des doutes quelquefois, des rechutes de temps en temps. Des doutes? Par exemple? Un jour, j'ai constaté que je n'écrivais pas comme avant. Et Agnès m'a dit, mais ça lui semblait tout à fait normal. Après tout, il était logique qu'un amnésique oublie sa propre écriture. Et puis elle m'a dit, pour me rassurer, qu'elle poserait la question au docteur Spack. En fait, je me suis rendu compte que mes trous de mémoire étaient sélectifs. Bah oui, je me suis rendu compte que quand quelque chose n'allait pas, que j'allais pas bien, j'oubliais. Par exemple, Rollin, le jour où il est venu dîner, après qu'on se soit rencontrés, lui, je l'ai carrément oublié. Bonsoir. Bonsoir. C'est Paul. Alors? C'est une blague, Bertrand. C'est mon associé. Ah oui, Vous me Paul. reconnaissez? Monsieur. C'est un marrant, ou hein? Bon. On va pouvoir aller dîner. Ah bah très bien. De toute façon, Agnès, le marché européen est complètement étriqué. Hein. Maintenant, il faut s'ouvrir au marché américain ou alors à la Chine. Mais oui, c'est là qu'il faut aller, en Chine. Tu ne me convaincras pas. Arrête de me répéter ça, j'ai déjà tout entendu. Non mais attends, Agnès, sois raisonnable, bon sang. Je ne signerai pas. Je pense que c'est clair. Attends, Agnès. La Chine, juste à côté de notre premier fournisseur, l'Indonésie. Il n'y a pas hésité. De la Chine, de l'Indonésie, je ne signerai pas. Ah, t'as tort. L'associé de Madame Morange boit et parle beaucoup. Qu'est-ce qui n'allait pas? Madame lui reprochait de jeter l'argent de l'entreprise par les fenêtres. Lui disait que c'était pour l'image de la société, qu'il fallait voir grand, vivre avec son temps. Que faisait-il de cet argent? Il passait la moitié de son temps en Indonésie pour rencontrer les fournisseurs. Moi, je crois plutôt qu'il organisait des soirées dans les palaces. C'était un gouffre, cet homme-là. Écoute,
que maintenant, Paul, on arrête de parler de ça. Non, Agnès, faut voir grand. Là, toi, tu es tout petit avec ton entreprise. Il faut dépasser les frontières, mon sang. J'en ai assez de t'entendre parler de fric. Tu dis n'importe quoi, tu me Comment gonfles. ça, je dis n'importe quoi? On baisse d'un ton, s'il vous plaît. Il devenait de plus en plus autoritaire. Il lui a même dit, il va bien falloir que tu t'adaptes. Tout ça sous le nez de monsieur. Ça suffit maintenant. Mais il faut que tu J'en ai t'adaptes, assez de T'es vraiment t'entendre. trop con, alors. Et brusquement, la vision de ce raisin à terre va arrêter net notre amnésique. Tout à coup, j'ai eu un choc, comme un souvenir qui frappe à la porte. La porte s'entrouvre et foup, elle se referme. Et à partir de là, j'ai eu un blanc, une absence. C'était bienvenu quand même. Arrête. Embrasse-moi, Agnès, embrasse-moi. Arrête. J'ai envie de toi, Agnès. Arrête. Quand notre homme reprend ses esprits, Paul Rolin est manifestement ivre. Est-ce que Madame Morange avait peur de lui? Oui. Il était menaçant? Il était de plus en plus agressif, de plus en plus grossier. Il ne voulait rien entendre. Signe ce contrat et Jérôme apporte tout de suite 1 million d'euros. Je n'ai pas confiance dans ton Jérôme. Mais attends, c'est un ami. Je n'en ai rien à foutre. Mais je ne signe pas. Mais si tu signes pas, tu vas dans le arrête mur. avec cette histoire de signature. Je n'ai pas envie d'être minoritaire dans la société. Mais alors, c'est ça. mais minoritaire. Vous pensez qu'il aurait pu diriger l'entreprise sans elle? Moi, j'y connais rien. Hein. Mais il a essayé plusieurs fois de lui faire signer ses papiers. Il lui disait qu'elle n'avait pas le choix. Pour elle, c'était un cauchemar. Vous avez parlé avec Agnès de ce qui s'était passé ce jour-là avec Paul Rolin? Ah oui, je lui ai demandé des explications. Elle était inquiète, hein, il devenait ingérable. Il voulait faire entrer un ami à lui dans l'affaire. Il était question qu'il apporte de l'argent, mais elle deviendrait minoritaire. Et elle était persuadée que Rolin n'attendait que ça pour l'écarter de la direction. Elle vous a demandé explicitement de lui venir en aide? Non. Non, je lui ai proposé, je lui ai demandé comment l'aider. Elle m'a dit en m'aimant. Ensuite, j'ai parlé de l'incident des grains de raisin. Ça faisait un tilt dans ma tête. J'étais sûr qu'il y avait là comme un souvenir, mais très vague, hein, très lointain. Quelle a été sa réaction? Elle m'a dit qu'on avait fait connaissance dans une soirée à la fin des années 80. Je venais de monter ma société, et puis son collier s'est détaché, les perles sont tombées par terre, je me suis précipité pour les ramasser. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il vous a fait quel effet, ce souvenir? Ça sonnait bizarrement. Il avait l'air de n'en recouvrir un autre. Cet homme qu'il a été autrefois, ce Bertrand Morange, il a besoin de mieux le connaître. Il va écouter sa voix grâce à son dictaphone qu'il utilisait souvent. On va se promener? Le lendemain, les cassettes, le dictaphone, tout ça, ça avait disparu. Vous lui en avez parlé? Elle m'a dit que ma mémoire avait joué des tours. Et vous l'avez cru? Je savais pas. J'étais tellement paumé. Madame Morange m'a téléphoné, son mari rechutait. Je sais, vous m'avez prévenu, mais... Je lui ai expliqué que la guérison n'était pas un processus linéaire, surtout dans un cas aussi lourd. Mais ces rechutes étaient toujours liées à des circonstances, à des états émotifs particuliers, non? Oui, alors justement, j'ai demandé à Madame Morange s'il y avait à ce moment précis pour son mari un motif possible de contrariété. Je sens chez mon mari une sorte de violence qui est liée, oui, à la relation que j'ai eue avec mon associé, qui est en train de se terminer, mais... Elle supposait que la jalousie de son mari commençait à le perturber énormément. Elle vous a dit qu'il était jaloux? Non, elle a surtout insisté sur la fragilité de son mari, son antipathie pour son associé et une violence potentielle qu'elle croyait sentir en lui. Alors là, je lui ai dit qu'il fallait lui expliquer clairement la situation et le rassurer. On est parti se promener, elle m'a demandé de lui passer ses lunettes de soleil. Est-ce que tu peux regarder si mes lunettes sont dans la boîte à gants, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est à toi? Ça, c'est à moi? Oui.
Elle m'a dit que le revolver, c'était à moi. Elle m'a demandé si je m'en souvenais. Ben non, je m'en souvenais pas. Elle l'avait toujours gardé. Et elle avait l'impression que grâce à lui, je la protégeais. Elle m'a dit qu'elle savait pas s'en servir. Et ça la faisait rire. À ce moment-là, vous avez commencé à vous douter de quelque chose. Il y a eu Steve dans l'après-midi. J'avais entendu du bruit. Madame Traoré voulait pas le laisser rentrer. Je suis descendu. J'avais pour consigne de ne laisser entrer personne en l'absence de madame. Elle disait que c'était pour le protéger. Alors, le type s'est présenté à moi. Thomas, un ami. Bon. Bonjour, Bertrand Morange. Thomas? Bah Thomas, tu le reconnais pas? On a bu un café ensemble. On s'observait mutuellement. Hein. Mais bon, il avait l'air sympathique, assez franc. Mais quelque chose l'intriguait beaucoup. Quoi? Bah, d'un seul coup, il m'a dit ma voix n'est plus la même. Et puis tout d'un coup, hop, il est parti. Ça vous a troublé? Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai repensé aux cassettes. Je ne devrais pas vous dire ça, monsieur, mais les éboueurs ne passent que 2 fois par semaine. J'ai trouvé cette cassette dans la poubelle. Bertrand Morange, Jakarta, 3 février 89. Lucia, merci de traduire cette lettre et de la faire porter avant ce soir à la société Dafong. Messieurs, je me réfère à votre fax daté d'aujourd'hui, 3 février, par lequel vous me faites savoir que vous n'êtes pas en mesure de nous livrer les pièces dont nous étions convenus. Je prends note de cette... Tout s'effondrait. Je revenais à la case départ. Vous êtes allé voir Agnès pour lui demander des explications? Je suis allé direct à son bureau, mais j'ai trouvé Paul. Alors je suis parti. Je comprenais plus rien. Alors je suis allé voir le docteur Spack. Il m'a fait écouter la cassette et là, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Je lui ai conseillé de rentrer chez lui et de ne rien dire à sa femme. J'avais l'intention de la convoquer très rapidement. Bon, Agnès, pour la dernière fois, signe. T'es vraiment trop bête, hein. Si ça tenait qu'à moi, il y a longtemps que tu serais plus là. Quand je suis revenu, Agnès et Rollin s'engueulaient, mais ça ne me concernait plus. Il était revenu à la charge avec ses fameux contrats. Alors ils se sont disputés un bon moment, et puis ils se sont calmés et ils se sont remis à travailler. Tout recommençait. Cette impression d'avoir le cerveau lisse et blanc comme un lavabo. Cette impression de ne pas savoir qui j'étais. J'étais complètement perdu. Puis à quoi ça rimait, cette comédie? Ce soir-là, Madame Morange m'a demandé de partir un peu plus tôt. Elle était très nerveuse. Je suis sortie en oubliant mon sac. J'avais un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Bertrand Morange, Jakarta, 3 février 89. Lucia, merci de... Allô, venez vite. Venez vite. C'est mon mari qui... Mon mari vient de commettre un meurtre. Oui. Morange, rue des Marronniers, oui. Agnès! 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 Descends! Je lui ai couru après. Je voulais qu'elle me dise tout, je voulais qu'elle me parle en face. Je voulais qu'elle me dise qu'elle m'aimait pas, que j'étais pas Bertrand Morange et qu'elle m'avait manipulé, quoi. Elle a foncé sur la route, sans regarder. Elle a grillé un stop. Une voiture est passée, il y a eu un fracas de tôle. La voiture d'Agnès a été pliée en deux, quoi. Elle
est morte pendant son transfert à l'hôpital. Cet accident a eu un effet inattendu sur vous, n'est-ce pas? Ouais, j'ai revu le collier, les perles qui tombent. Ça, c'était un vrai souvenir. Ma femme s'appelait Bénédicte. Son collier s'est détaché. Elle a perdu les perles dans la voiture. Moi, je conduisais. Bêtement, j'ai essayé de l'aider à la chercher. Un camion roulait en sens inverse et elle est morte sur le coup. C'est ainsi que vous avez perdu la mémoire et que vous avez disparu dans la nature. Un choc frontal plus un choc émotionnel. L'accident d'Agnès m'a rendu mon identité. Je m'appelle Philippe Caron, j'ai 42 ans et j'étais peintre en bâtiment. Après l'accident qui a provoqué la mort de sa femme, Philippe Caron a perdu la mémoire et il est devenu un vagabond. Va suivre une longue période d'errance et de galère. Jusqu'au jour où Agnès Morange, frappée par la ressemblance entre Philippe Caron et son mari disparu, décide de tirer parti de son amnésie pour lui faire endosser un meurtre. Aujourd'hui, je suis complètement guéri. Ma mémoire est toute neuve. Et si... Enfin, comment dire? Si Agnès Morange n'avait pas eu ses intentions criminelles, si elle avait seulement prétendu vous reconnaître comme étant son mari, comment ça se serait passé? On peut tout imaginer, hein. Le rêve aurait pu fonctionner. Par un détail près, il aurait fallu qu'elle soit amoureuse. Mais bon, contrairement aux apparences, c'était pas dans son scénario. Vous lui en voulez pas trop, apparemment. Non, plus du tout. Je dirais presque au contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que finalement... Finalement, elle m'a permis de renaître. Bonjour. Vous travaillez ici maintenant? Oui. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Au revoir, monsieur Morange. Monsieur Caron. Ouf, pardon, excusez-moi. C'est vous qui perdez la mémoire. Je vous raccompagne. Alors, mais Juliette Prokofiev. J'ai toujours adoré. Vous avez du goût. Allez. À bientôt. À bientôt. Ah, pas trop vite. Au revoir. Philippe Caron, puisque nous pouvons enfin l'appeler par son nom, a repris, après cette aventure pour le moins mouvementée, son métier de peintre en bâtiment. Mais bien que son savoir ancien lui soit revenu tout de suite et qu'il ait accompli plus que correctement sa tâche, il a vite ressenti un sentiment de malaise et de frustration. Le milieu dans lequel il avait vécu, ses problèmes de chiffres, de gestion, de finances, qu'on évoquait sans cesse devant lui, finissaient par l'obséder. Et il s'est dit, ben pourquoi pas? Et il s'est inscrit à un stage de gestion. Il s'est alors découvert des talents insoupçonnés. Après avoir brillamment réussi ses examens, il a trouvé un poste dans le service commercial d'une importante entreprise de la région parisienne. Et ce n'est pas tout. Il vient d'apprendre que la société d'Agnès Morange, après sa mort, et celle de Paul Rollin, avait été confiée à un repreneur et qu'elle cherchait un directeur commercial. Il a fait acte de candidature. Côté cœur, je me suis laissé dire que Justine Traoré avait décidé de l'aider à retrouver la mémoire.